Distrait comme un Pierrot métaphysique, il s'avance, poussant d'une main le roman de sa famille, pour recevoir sous le regard jaloux des épiciers et des besogneux des lettres la palme du génie. Alors, si la vie d'un homme est comme une œuvre de fiction qu'il organise à mesure qu'il va, le saint, le sage, le prêtre, le chevalier, le gentilhomme, l'artiste, l'honnête homme, le savant, le chercheur d'or, le missionnaire, le révolutionnaire, autant de modèles qui sublimaient l'universelle voracité des égaux. Ils se reposent tous dans le musée planétaire, et si on daigne les admirer, nul ne peut s'en inspirer. Ils misaient leur vie au casino de leur idéal et disaient banco à chaque levée. Attitude pathologique aujourd'hui selon les canons de notre hygiénisme. Alors il a écrit sa vie et vécu son œuvre. Il est facile d'ironiser sur les jeux de rôle d'un homme qui doute de lui-même et avoue qu'il n'y a pas de grand art et peut-être pas de grand destin sans une part d'enfance. Cette part, il lui est fidèle et cette fidélité le conduit à refuser le confort des situations acquises, à remettre sans cesse sa mise en jeu, à prendre congé dès que pointe le risque de la routine, en bref, à ne pas être dupe de ses affabulations et encore moins de l'esprit de sérieux. Alors, être sincère n'est pas si aisé qu'on croit, car nous sommes au mieux les co-scénaristes de cette fiction qu'est notre moi. Et pourtant, chacun perçoit l'abîme qu'il y a entre la roublardise et la sincérité. C'est le bric-à-brac métomaniaque qui est fascinant, l'art de transmuer en or du destin la boue d'une existence. Alexandre Jardin, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça, c'est le personnage. Alors, on va parler de votre famille, et vous la racontez merveilleusement dans un livre qui s'appelle Des gens très bien, et notamment ce grand-père, qui aura été, dont votre père a fait un livre à succès, Le Nain Jaune, on va en parler, qui a été du 20 avril 42 au 30 octobre 43, principal collaborateur de Laval et surtout directeur de cabinet le 16 juillet 42, pendant la rafle du Veldiv, où 12 884 personnes vont être arrêtées, dont 4 051 enfants. À quel âge vous l'avez appris ça? Je l'ai appris par étapes. En fait, lorsque vous apprenez quelque chose qui remet tout en question, je pense que c'est à peu près impossible de l'intégrer d'un coup. Donc la première fois, c'est un ami dont je parle dans le livre. Ah oui. On doit être en première. Et il me dit, on se balade le long du Luxembourg, et il me dit, il y a un problème dans ta famille. Il y a un problème, j'ai lu les livres de ton père sur ton grand-père, et ton grand-père était d'IRCAP de Laval, et il me sort les dates. Et à l'époque, et il me dit, c'est un vrai problème. Et d'abord, je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un directeur de cabinet chef de gouvernement. Je n'en connaissais pas l'importance, et pour moi, c'était vaguement secrétaire. Bon. Et il me dit, voilà, il arrive en avril 42. Et je lui dis, et alors? Et il me dit, la rafle du Veldiv, c'est juillet 42. Et je ne savais pas à l'époque ce que c'était la rafle du Veldiv. Et il m'explique, et je lui dis, mais où est le problème? Et il me dit, le problème, c'est que juillet vient après avril. Donc il était là. Donc il a assumé, puisqu'il reste plus d'un an ensuite. Donc il est un des piliers de ce régime. C'est pas totalement drôle. Et sur le moment, ça ne cadre pas. C'est-à-dire que ma famille est très drôle. Quand on allait chez Jardin en Suisse, c'était très 18e siècle, marrant, ça faisait pas du tout nazi. Mais pas du tout. Donc il y avait un truc qui collait pas. Comme. Donc j'ai préféré l'enfouir. Et puis progressivement, je me suis mis à lire. Progressivement, j'ai commencé à m'approcher de cette vérité. Progressivement, j'ai commencé à comprendre que tous les noms des gens qui traînaient chez nous avaient plus ou moins tripatouillé pendant la guerre, voire collaboré franchement. Progressivement, je découvre qu'en fait, c'est le train fantôme. Et je comprends pourquoi d'ailleurs nous sommes en Suisse. Alors qu'on m'avait toujours dit enfant qu'on était en Suisse parce que le lac était très beau et que l'air était pur. Quand même. Et je comprends progressivement qu'une grande partie des amis de ma famille compose cette immigration de la Riviera suisse qui est directement sortie de la collaboration. Et je comprends que je porte un nom sale.
Et alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que par exemple, les Allemands qui volaient les biens des Juifs les accrochaient au mur en grand. Et vous dites, pour cacher un secret, quoi de mieux que le hurler partout, sur tous les toits? Et finalement, C'est ce qu'a fait mon père. voilà, c'est de quelle façon il va cacher le secret en faisant un best-seller couronné par l'Académie française, Le nain jaune. En prenant le point de vue, dans 2 livres très fondamentaux pour lui, La guerre à 9 ans et Le nain jaune, qui prennent le point de vue d'un enfant qui regarde son père. Mais vous pouvez être le fils de Goebbels et vous dire papa est génial. Donc c'est à la fois le maximum de ce qu'il peut faire à sa génération, parce que c'est son père, alors que moi, il y a deuxième génération, et en même temps, c'est complètement fou. C'est-à-dire que déjà de le montrer, c'était déjà extraordinairement transgressif. Et lorsqu'il a écrit La guerre à 9 ans, mon grand-père a eu vent de la parution du livre, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, il a complètement paniqué, il est allé voir le patron des presses de la Cité, qui était Bernard de Fallois, avec son chéquier pour lui racheter le manuscrit. Et Fallois dit non. Et en fait, Fallois lui-même était un type qui était très, très complexe, oui, un génial éditeur, mais en même temps, c'est un éditeur croix de feu dans sa jeunesse. Donc en réalité, lui-même a souvi un fantasme à travers mon père, qui est la réhabilitation de Vichy à travers le regard d'un enfant. Donc c'est très compliqué tout ça. Et on va en parler, surtout la suite, la postface va être écrite par un certain François Mitterrand. Oui, ce qui semble hallucinant c'est aujourd'hui. extraordinaire. Mais sauf qu'à l'époque, oui, mais à l'époque, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que je m'étais dit, si Mitterrand accepte ça veut dire que peut-être que je me suis trompé, quoi. Et en fait, ce que j'ignore à cette date-là, c'est le passé de Mitterrand. Et donc, le dernier livre de mon père, qui s'appelle La bête à mon Dieu, a une postface de 1980, signée Mitterrand, qui ne voit pas le moindre problème à avoir été le directeur de cabinet de Pierre Laval, le jour du Veldiv. C'est la France. Et d'ailleurs, c'est la France dans ce qu'elle peut avoir de plus angoissant dans son rapport avec complètement névrotique avec son passé. Jacques Land m'avait dit que Mitterrand avait eu la Francisque pour cacher ses activités de résistance. Oui, ils l'ont toujours vendu comme ça. Voilà, ils l'ont vendu comme ça. Voilà. Sauf qu'en vrai, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce qui est écrit lorsqu'on reçoit la Francisque et le texte qui est au-dessus de la signature. Je veux dire, on fait don de sa personne jusqu'à la mort, Maréchal Pétain, quoi. C'est-à-dire que je veux bien que ce soit un sauf-conduit, mais il faut le signer, le papier. Je veux dire, et puis en réalité, il y a relativement peu de gens qui ont eu ça. Donc c'est toute cette France qui me fait horreur, dont je suis issu. Donc il faut des années pour arriver à aimer les siens malgré tout. Et alors, ce qui est aussi avec leur déni étonnant, c'est ce qu'on pourrait dire la banalité du mal, c'est-à-dire que l'horreur des collabos reposait sur une morale exigeante. Finalement, votre grand-père ruisselait de bons sentiments. Le crime de masse suppose le renfort de la normalité. Ça ruisselle de normalité, de bons sentiments, de bonnes idées. Mais oui, mais parce que c'est ce que j'ai fini par comprendre. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je connaissais mon grand-père. C'était pas un type assoiffé de sang, violent, quoi. Donc je ne comprenais pas. C'était même un homme doté vraiment d'une morale forte. Donc je n'arrivais pas à comprendre comment il avait pu faire ça, lui. Et en fait, les crimes de masse supposent de la manipulation de la morale. Et à force de lire, j'ai fini par comprendre que la boussole du bien bouge, que pour un homme de sa génération, le bien, c'est le maintien du fait français, de l'État français. Mais c'est aussi des générations qui sortent de la guerre de 14, hein. Donc ils sont complètement dans une autre boussole morale, et au fond, il est prêt à n'importe quoi pour le maintien de l'État français. Il aurait été prêt à ouvrir des camps en France si les fils de fer barbelés avaient été made in France. Que presque ils auraient pu, eux aussi, ils savaient faire des camps, quoi. Nous aussi, on sait faire ça. Non, mais ça veut dire aussi que si la police française arrête les enfants juifs, ça veut dire qu'il y a encore une police française. Ils sont prêts à aller jusque-là. Et ils disent en plus qu'ils arrêtent les enfants pour une option humanitaire, quoi. Ils arrêtent les enfants pour ne pas séparer les familles. Mais en fait,
on s'aperçoit que cette manipulation de la morale, en fait, elle fonctionne à Vichy, mais elle fonctionne dans toutes les dictatures sanglantes. Parce que dans une société, vous avez assez peu de gens suffisamment détraqués pour aller buter des enfants. Donc pour arriver à mettre en route la globalité d'un État, c'est-à-dire des gens normaux, pas des cinglés détraqués, vous avez besoin d'une énorme manipulation de la morale. Mais le nazisme aussi a une morale interne. Quand on lit les textes des Einsatzgruppen, les types qui quand même vont buter des enfants dans les villages en Russie, ils font le bien. C'est-à-dire qu'ils se dévouent. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ils rentrent dans un... Donc moi j'ai mis des années avant d'arriver à comprendre ça. Et au fond, des années avant de comprendre que les gens les plus dangereux, ce sont les gens normaux. Parce qu'ils sont susceptibles d'être embarqués dans des manipulations de la morale. D'ailleurs, quand on voyait les procédés collabos, Paul Touvier, c'était des petites gens, des gens extrêmement banals. C'était pas du tout ça n'avait pas l'air de tueurs de sang, c'était des petits fonctionnaires. Oui, mais ça peut être des gens très brillants. Hein. Mon grand-père est un type absolument brillantissime. Mais il est pris dans une autre... on a du mal à employer le mot morale, mais il est pris dans une autre morale. Et puis, il faut dire ce qui est, il est pris aussi dans une époque où ils sont tous fous. Parce qu'après l'apparition du livre des gens très bien, beaucoup d'archives me sont remontées, et un jour, on m'envoie un document où j'apprends que son meilleur ami, que j'adorais, et qui était tout le temps fourré chez nous, Soko, et en fait, pendant la guerre, est un agent de renseignement de la Gestapo. Et il surveille son meilleur ami. Et je dois dire que je suis tombé de mon armoire. Ils sont tous fous à ce moment-là. Ah, vous êtes à l'eau, c'est bien. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de paradigme. Comme vous avez remarqué qu'il n'arrête pas de dire paradigme, le président. Le paradigme, alors, il devait être content dans les chaumières. Qu'est-ce qu'il a dit, Robert? Il y a le paradigme. Bon. Alors, on va replomber l'ambiance. Il y avait la question de savoir... Alors, juste pour on parlait de son grand-père. Oui, bien sûr, le nain jaune. Voilà. La question de savoir, est-ce qu'il savait? Et vous dites, il y avait finalement un art de se tromper soi-même. C'est-à-dire, entendre une info suppose de pouvoir l'écouter sans parasite, renoncer à son propre système perceptif, et il se trompait soi-même. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il savait, quoi. D'abord, c'est une question qui n'a pas le même sens selon les dates. Ouais. Parce que quand on dit ça, on la pose en général, mais à certains moments, c'est absolument impossible de ne pas savoir. Parce que tout le monde sait. Parce que la presse étrangère le sait. Parce que, donc en fait, c'est une fausse question à certaines dates. En gros, après l'automne 42, c'est impossible de ne pas savoir. Et quand on a l'appareil de renseignement de l'État français à disposition, on peut savoir avant l'arabe du Veldiv. Tout simplement parce qu'on a des rapports d'agents français qui sont partis à Berlin. Aujourd'hui, ces rapports sont sortis et sont disponibles. Mais encore faut-il avoir envie de les demander. Encore faut-il être capable de savoir quoi en faire mentalement. Parce qu'une fois qu'on le sait, on se tire une balle dans la tête, on décampe, on assume sa position. Donc je crois que pour qu'un être humain accède au réel, c'est toujours compliqué. Pour lui comme pour moi. C'est-à-dire qu'on a tous un mal fou. Alors lui, c'est beaucoup plus dramatique, parce que les circonstances sont beaucoup plus dramatiques. Mais le rapport Sadowski, par exemple, est disponible à partir du mois de mai. Sadowski est un agent français qui fait un tour à Berlin et qui revient avec des informations de l'intérieur. Et c'est là que votre grand-père demande des précisions sur le massacre de 11 000 juifs en Pologne par gaz. C'est ce qu'il y a dans ce rapport, quoi. En fait, il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on dit. Mais d'abord, il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte où tout l'Occident est antisémite. L'Amérique de l'époque est un pays antisémite. Edgar Hoover, le patron du FBI, va en vacances en Floride dans un hôtel où il y a marqué sur la porte « No dogs, no Jews ». La communauté juive américaine est une communauté de pauvres. Ils n'ont pas encore réussi. Ce sont des immigrés d'Europe centrale qui sont locataires à New York.
les riches n'aiment pas les pauvres. Ils ont du mal. Donc, l'ensemble de ces sociétés n'est pas du tout là où nous en sommes. Et mon grand-père aussi. Et ils vont commettre l'irréparable. Et aussi, vous dites, les hommes croient en l'innocence des gens sympathiques et en la culpabilité des salauds. Et ce qui était redoutable de votre grand-père, c'est qu'il n'était pas une racaille, il n'était pas de la pègre, c'était pas un dogmatique, il était plutôt un politique. Il était adorable, il était parfait. Donc prodigieusement dangereux. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il y a de plus dangereux dans une société, ce sont les gens très bien. C'est le titre de votre livre. Oui, mais ce sont les plus dangereux. Parce que quand ces gens-là se mettent à disjoncter, d'abord ils sont efficaces, ils sont compétents, ils sont intelligents, ils sont organisés, ils inspirent confiance. Et la trahison de nos élites, à ce moment-là, va amener la France à ne plus être la France. Oui, c'est ce que dit Dacier de la Vigerie. Il dit « Je suis rentré dans la résistance parce que je n'étais pas un gars bien ». Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais les premiers Français libres, c'est pas des gens bien. Sauf certains officiers de marine qui étaient d'ailleurs certains. nourris au lait de Maurras malgré tout, mais qui faisaient partie de l'armée. Ceux-là, oui. Mais ils sont suivis de Gaulle. Oui. Ils sont très, très minoritaires. Quand on regarde dans la préfectorale, par exemple, il n'y en a qu'un. Oui, mais oui, c'est... Il n'y a que Jean Moulin sur 100. C'est Jean Moulin, oui. C'est-à-dire que les gens bien... En fait, les gens bien sont capables de faire n'importe quoi. Oui, parce qu'ils sont légitimistes. Mais oui. C'est ça. En plus, ils ont du mal à intégrer dans leur univers mental les actes des vrais dangereux. Parce qu'ils ne sont pas construits comme ça. Et puis en plus, ils sont extrêmement sensibles aux manipulations de la morale. Et c'est ce qu'on disait. Vichy, c'est un ruisselle de morale. Ça ne parle que de morale. Et pourtant, Alexandre, je vous interromps, vous êtes, vous, d'une famille, quand on lit, par exemple, le roman des Jardins, que j'ai lu il y a pas très longtemps, vous êtes une famille atypique. Vous n'êtes pas dans les canons de la morale bourgeoise traditionnelle. Mais mon grand-père n'était pas comme ça. Oui, c'est ça. Ça vient de ma grand-mère. C'est ça. D'ailleurs, le couple, l'attelage est dément. C'est votre grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle, le réel ne l'intéressait pas, la légalité ne l'intéressait pas. Elle n'avait pas de papier. Elle n'avait pas de papier. Non, elle était contre. Elle était affranchie. Oui, non, mais elle était contre. Et quand je lui disais, mais pour franchir une frontière, on va avoir... Elle me disait, mais je sais qui je suis. Et je disais, oui, mais d'accord, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies un papier. Et elle me disait, mais tu vois bien que c'est ridicule ce que tu dis. Pourquoi ces gens auraient plus confiance en un bout de papier qu'en moi? C'est très drôle. Et je lui dis, mais tu dois prouver que tu es française. Elle me regardait, elle me disait, mais que veux-tu que je sois? C'est pour ça que quand elle a retrouvé un ancien amant et que j'ai dû la transporter en Normandie, je suis passé en contrebande avec ma grand-mère. On est passé derrière Genève, vous avez des bureaux de douane qui sont fermés la nuit. Et donc j'avais fait des repérages pour passer ma grand-mère. Et est-ce que votre grand-père, le nain jaune, vous avez une discussion avec un ami à un moment à propos de ça? Est-ce qu'il aurait peut-être eu peur, ou Laval aurait eu peur, d'être remplacé par ce qu'on appelait un Gauleiter? Oui. En gros, des Allemands qui étaient quasiment au pouvoir, qui auraient fait comme en Pologne, quoi. C'est une des grandes lignes de défense de Laval lors de son procès. D'abord, c'est faux. C'est techniquement impossible, simplement parce que les effectifs allemands présents en France étaient insuffisants. À ces dates-là, ils n'auraient jamais pu faire en France ce qu'ils avaient fait en Pologne. Ils n'avaient pas assez d'hommes. Donc, leurs hommes sont occupés sur le front de l'Est, à ce moment-là. Donc, en réalité, c'est une ligne de défense de quelqu'un c'est du conformisme facile. Ouais. C'est ça. Et en plus, c'est factuellement un peu, mais c'est militairement impossible. Voilà, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que les Allemands considéraient que les Français avaient quand même une valeur raciale supérieure, donc ils n'avaient pas la même chose qu'en Pologne, quoi. C'est vous. Il y a un peu de ça dans leur raisonnement, mais surtout techniquement, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas abattre tout le monde. Ils avaient besoin de notre collaboration. Alors, quand votre grand-père vous l'interrogez sur Laval, là, c'est lunaire. Quand votre grand-père vous l'interrogez sur votre grand-père, elle vous dit la seule chose qu'il a faite pas bien, ton grand-père a trop taillé les pruniers. C'est génial. Mais ma grand-mère était à l'ouest, c'est-à-dire qu'elle
elle n'appartenait pas au monde réel. En fait, le monde réel ne l'intéressait pas. Un jour, j'étais en Suisse chez elle, je tombe sur un historia. Il y avait un article consacré à Alain Delos, le patron de l'ancienne CIA, qui était en poste à Berne pendant la guerre. Et il y avait un portrait de Delos. Et je sors des toilettes avec ça, je vais la voir, je lui dis, est-ce que tu l'as déjà vu? Elle regarde, elle me dit, ah oui, c'est Alain. Et je dis, Alain, tu l'as vu où? Et elle me dit, à Berne, pendant la guerre. Elle me dit, il adorait Rilke. C'est un spécialiste de Rilke. Et elle me cite Rilke, et des discussions. Je lui dis, mais attends, vous discutiez où? À l'ambassade? Ah non, il ne venait pas. On faisait des longues promenades avec Jean le long du fleuve, et on parlait de Rilke, et puis à un moment, il y avait des discussions ennuyeuses, et je partais. Et je dis, mais tu sais ce qu'il faisait dans la vie? Elle me dit, il aimait Rilke. Je dis, non, c'est le patron de la CIA. Et je me souviens, elle me regarde, elle me fait, tu crois? Je dis, oui, je te jure. Je lui montre le magazine, elle me dit, tu sais, est-ce qu'il faut croire ce que les journaux disent? C'est très drôle. Et quand vous parlez de Laval, elle dit un plouc totalement insensible à Rilke, mal dégrossi, sous-préfectorat d'un homme d'ennui. Oui. À propos de Laval. Oui, parce qu'un jour, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as déjà bouffé à table avec Pétain ou Laval? Il m'a dit, oui, une fois. Jean a voulu m'emmener dans un déjeuner, et elle regarde, si personne n'écoute mes oncles, et tout à coup, elle me dit, ces gens étaient d'un ennui, mais d'un ennui. Je dis, mais c'est pas le sujet. Elle me dit, si, ils étaient d'un ennui. Je me suis tellement ennuyé, je me suis endormi et je suis tombé dans la soupière. Et Jean a eu honte, il m'a plus jamais ramené embarqué dans un dîner officiel. En fait, le réel la faisait chier. Ce qui est quand même, quand le réel a cette violence, est aussi une marque d'égoïsme monstrueux. C'était monstrueux. Oui, c'est un cloisonnement, en tout oui. cas, oui. Alors, est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est... Mais quand même, un jour, j'ai dit, mais enfin, il y a eu quand même 50 millions de morts autour de toi. Parce qu'un jour, je lui ai dit, mais quel est ton pire souvenir de la guerre à Vichy? Et elle me dit, il est arrivé une scène horrible, épouvantable, atroce, insondable d'horreur. Je dis, bon. Elle me dit, je rentre un jour à la maison, j'ouvre les volets, et je vois que ton père, avec Simon, mon oncle, avec une scie, avait coupé les branches des arbres fruitiers. J'ai dit, une scène horrible. J'ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu te rends compte de ce que les hommes et les femmes ont enduré? Et elle m'a dit, c'était atroce. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'ai jamais revu un être humain aussi... Détaché des contingences. Oui, mais monstrueux en même temps monstrueux. Et vous faites le portrait alors des amis du nain jaune. Mais produisant de la fiction. Ouais. Et on voit l'univers, il y avait Coco Chanel, qui était quand même agent de relations des services de l'état-major allemand. Ah oui, qui est gratiné. Ah ouais, Chanel pendant la guerre. Robert Aron, alors qui était un juif qui était caché par votre grand-père. Oui, mais en réalité, c'était pas un juif, c'était quelqu'un de son milieu. Ouais. C'est-à-dire que la France de cette époque fonctionne par caste. Donc en fait, c'est pas vrai que mon grand-père a caché un juif. Il a caché Aron. Il a caché un grand bourgeois. Ils appartenaient à la même caste. Mais de même que quand on gratte un peu et qu'on voit le patron du consistoire, le président du consistoire juif, au début, il tutoie Pétain. Ils sont connus au ministère de la Guerre. C'est qui à cette époque? Elbronner. Ah oui. Et Elbronner le connaît. Et d'ailleurs, on voit dans la correspondance que progressivement, il se vouvoie. Puis l'autre va le tuer, enfin le lâcher. Mais au départ, ce sont des gens tellement de la même caste, de la plaine Monceau, des hôtels particuliers chics, qu'ils n'imaginent pas que ça va pouvoir les toucher. Et alors un jour, Robert Aron tombe chez votre grand-mère, il déboule du grenier, et là tout d'un coup, il y a le représentant d'Hitler, et il se retrouve nez à nez avec lui. Ça a dû arriver tout ça. Ouais. Mais non, c'est papa qui raconte ça. Ah oui. Je crois dans la guerre à 9 ans. Mais en même temps, le côté burlesque d'un livre comme La guerre à 9 ans, c'est la manière qu'a mon père de dire « je te vois, papa ». Je te vois. Alors que
vous n'entendez jamais parler de Jean Jardin jusqu'à la sortie de la guerre 9 ans. C'est l'être le plus invisible qui soit en France. Il n'a plus de domicile légal. Il était quand même prudent. Hein. Plus de domicile légal. Il avait une suite à l'année à l'hôtel La Pérouse. Où il donne des billets à Mitterrand, au frère de Mitterrand. Ben, il faisait partie de ces gens qui finançaient les partis. Ouais. Donc quand j'étais gosse, je voyais les baloches de billets qui passaient. J'ai même pris un Pascal de 500 balles, parce que sa maîtresse, un jour, m'a ouvert une valise. Il m'a dit, prends-en un, il ne compte pas. Et c'était de l'argent pour le programme commun de la gauche. J'ai prélevé. Et alors, dans ses amis du Nain Jaune, il y avait Morand, avec sa femme. La femme de Morand était complètement nazie. Effroyable, personne. Ouais. Effroyable. Mais je crois qu'il y a eu un moment dans les élites européennes, un niveau de haine dont on n'a pas idée. Quoi. Hélène Morand est un personnage terrifiant. Quoi. Et chez les industriels aussi, par exemple, les fameuses 200 familles qui existaient. Mais parce que c'est le même milieu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le même milieu. En réalité, il n'y a pas un occupant qui arrive en juin 40. Il y a des élites qui se fréquentent avant-guerre. Un type comme mon grand-père connaît toute l'intelligentsia allemande avant, puisqu'avec Raoul Dautry, ils font partie du comité France-Allemagne. C'est ça, ouais. Donc en fait, quand Abetz représente Hitler à Paris, mais ils connaissent la date anniversaire de l'épouse. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une proximité des élites européennes. En gros, les élites françaises ont joué la République jusqu'à ce que la République vote mal. C'est-à-dire que quand Thiers... Jusqu'au Front... Ah non, alors même jusqu'au Front populaire, non, même bien antérieur. Oui, déjà, en 14, quand ça commence à voter un impôt sur le revenu, bon, mais en même temps, il y a la vague patriotique, le Bleu Horizon, on recontrôle le peuple, donc là, ça va. Mais à partir du moment où le peuple devient pas comme il faut, 36, ça bascule, mais totalement. C'est-à-dire que... d'ailleurs, en 1870, quand Thiers dit on sera liés à la République, nous les monarchistes, parce que ça va être une manière de contrôler un peuple votant pour stabiliser les intérêts des classes possédantes. Et à partir du moment où ça devient risqué, ce sont des milieux qui financent les ligues qui quittent la République. Et alors, quand vous parlez... Et ça aboutit à Vichy. Ce que votre père, Pascal, dit sur René Bousquet, la seule chose qu'il trouve à dire sur Bousquet, c'est « il était très beau ». Ouais, évidemment, c'est un peu c'est un peu court, jeune homme. Oui. C'est un peu court. Quoi. Mais cela dit, il y avait quand même, par exemple... C'est effrayant, quoi. Dans le personnel politique, il y avait des Tardieu ou des Reynaud qui, eux, ont vu arriver le moustachu avec beaucoup de... Très lucides, eux. Très lucides. Mais oui. ils ne sont pas majoritaires parmi les élites françaises. Ce sont des exceptions. Mais il y a toujours... D'ailleurs, Reynaud aurait dû être de Gaulle. Avec les pouvoirs dont il disposait. Mais trahir sa caste, de Gaulle l'a trahi. C'est très rare un homme qui trahit sa caste. De Gaulle trahit vraiment. Pour les militaires, c'est incroyable. Oui, il trahit l'armée. Enfin, il trahit l'armée. Il déserte en quelque sorte. Oui, il n'obéit pas aux ordres. Il ne faut jamais oublier que c'est un type dont on a saisi les biens, qui a été dénationalisé. On a retiré la nationalité française. C'est très rare qu'un homme sorte radicalement du cadre. Et comment vous expliquez que certains résistants, je pense à Cordier, étaient antisémites? Et on pense même à cette phrase quand Darquet-Pellepoix remplace Xavier Vallat, et que Xavier Vallat dit à Darquet-Pellepoix, qui était un nouveau converti, Darquet-Pellepoix qui venait de la gauche, qui était là, qui était complètement nazi, presque plus que Vallat, il lui dit « Mais je suis antisémite depuis plus longtemps que vous », dit Xavier Vallat. Oui, mais toutes ces élites françaises baignaient là-dedans. Donc une partie de la France libre l'est aussi. Alors, c'est vrai ce que vous dites, Alexandre, mais malgré tout, par exemple, l'affaire Dreyfus a quand même coupé la France en deux, y compris certaines... Enfin, certains milieux. Oui, c'est-à-dire que des gens considérés comme à droite ou des possédants pouvaient être Dreyfusards. Oui.
Mais les rangs se sont resserrés après, c'est ça. à partir de 1936. À cause du Front populaire. Front populaire, Là, ça passait plus. et puis l'URSS aussi. Oui. La montée de Staline, c'est ça. le contexte n'est plus du tout le même. Donc la peur du bolchevisme. La peur du bolchevisme. Ce qui a resserré les rangs. Alors, il y a eu une bio de votre grand-père, ce qui a été écrite par Pierre Assouline, et qui ne parle absolument pas d'antisémitisme. Et vous allez voir Pierre Assouline, vous dites pourquoi t'en parles pas. Et Pierre Assouline, qui était un ami à vous, vous dit « J'écris mes bios en me mettant à la place des personnages. Or, pour Jardin, la rafle du Veldiv n'a pas été important. En parler serait anachronique. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Notre amitié s'est arrêtée. Et pourquoi Pierre Assouline, à votre avis, a fait une bio sur mesure pour Jardin? Il a trouvé un biographe sur mesure, quoi. Je ne connaîtrai jamais. C'est très compliqué d'interpréter le comportement d'un homme. Le fait est simplement que la biographie de Jean Jardin ne fait pas mention des grandes rafles. Mais connaître le cœur d'Assouline, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'était resté. Ouais. Mais d'ailleurs, si vous regardez de près la biographie de Gaston Gallimard, qui est reprise par Folio, est une honte. Soyons clairs, c'est une honte. Il y a une foule de documents sur le comportement de Gaston Gallimard pendant la guerre que j'ai vu de mes yeux dans une exposition sur la collaboration qui avait lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. Notamment cette lettre extraordinaire où Gaston Gallimard vire le patron de la Pléiade qui est juif en expliquant que ça suffit, quoi. Mais il va pas de main morte. Il y a un syndrome de Stockholm chez Pierre Assouline. Parce qu'il avait écrit un livre sur Lucien Combel qui était assez... Aussi gratiné. Mais en fait, quand on touche aux élites françaises, on touche à la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai sorti ce livre des gens très bien, moi je m'étais dit 70 ans après, on peut parler tranquillement. Mais j'ai commencé par me faire assassiner. Hein. Et au fond, la seule presse qui m'a soutenu, c'est la presse régionale. C'était issu de médias issus de la résistance. Quand on y pense, c'est hallucinant. Je ne m'y attendais pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une élite avec des gens qui se reconnaissent entre eux et qui sont prêts à toutes les compromissions du moment qu'on ne touche pas au monde tel qu'il est établi. Oui. C'est vrai. On ne peut pas. Ouais. Et quand Chirac dit « je reconnais la participation de l'État français », tout le monde s'en fout. Mais si vous dites papa ou grand-père, ça devient une autre histoire dans les familles. D'ailleurs, la formule de Chirac est assez chinoise parce que il ne reconnaît pas la responsabilité de la France. Non, de l'État. De l'État français qui a une acception bien particulière, parce que c'est l'État de Vichy. C'est le nom du régime. Parce que c'est le nom du régime, oui, c'est ça. Oui, donc il y a une ambivalence dans la France. Alors qu'après, Hollande reprend la France en croyant continuer, mais ce n'est pas tout à fait la même chanson. Non. L'État français, c'est le régime de Vichy. C'est pas uniquement l'État Louis XIV, l'État c'est moi. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je conjecture. Là, non, mais c'est vrai. Il avait été assez jésuite là-dessus, le père Chirac. Mais dès qu'on tape au niveau des familles, là c'est une autre histoire, parce qu'il y a de l'amour. Parce que c'est notre papa, notre grand-mère. Et non seulement il y a de l'amour, mais il y a la question de l'honneur familial. Ça devient compliqué. Alors maintenant, on va parler de vos autres livres. Et vous dites, comme j'ai été l'héritier du pire, j'ai longtemps essayé d'expurger la vie de tout mauvais sentiment. Est-ce que c'est aussi pour cette raison-là qu'on va en parler dans vos livres? On ne sait jamais très bien ce qui est vrai ou ce qui est faux. Il y a un bric-à-brac de mensonges. Pendant très longtemps, il y avait un bric-à-brac. Ouais. Parce que j'étais moi-même... et je peux en parler aujourd'hui, puisque je suis guéri de ça. Je ne supportais pas le réel. J'étais vraiment le petit-fils de ma grand-mère, le fils de mon père, ou plutôt j'essayais désespérément de me reconstruire une filiation avec un père que je n'avais pas sous la main, puisqu'il est mort quand j'avais 15 ans. Et c'est vrai que j'ai vécu dans cette espèce d'entre-deux, entouré d'amis qui eux-mêmes fictionnaient leur vie, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'allais jamais rencontrer la vie, quoi. Et là, j'ai eu un véritable virage, quoi.
Alors, père scénariste très connu, mort à 46 ans, qui a fait une centaine de films séries. Il faisait parfois jusqu'à 17 films par an. Et il y a une anecdote, alors, je sais pas... Il était dingue. Oui. Mais papa, Il est mort de quoi? d'un cancer. Ah ouais. Mais papa vivait... Quand on écrit 17 films, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écrit tout le temps. Ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps avec des personnages de fiction qu'avec Oui, c'est vrai. qu'avec ses gamins, sa femme, et surtout, ça veut dire que 17... Quand vous écrivez 17 films dans l'année, il y a combien de personnages importants dans un film? Ça veut dire que vous vivez avec 200 personnes dans la tête. Vous n'appartenez plus au monde réel. Et alors, il y a une anecdote géniale. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais on dirait même si elle est fausse, c'est encore plus beau. C'est, vous avez 13 ans, vous ramenez une fille à la maison et vous dites à votre père, c'est très triste, elle doit repartir en train pour la Yougoslavie. Et là, votre père dit, eh ben écoute, on va prendre un avion, on va arriver en Yougoslavie avant elle et on va l'attendre à la gare. Et vous arrivez à la gare et là, elle embrasse un autre mec. Ah oui, elle m'avait caché qu'elle avait un... Extraordinaire. Qui C'était la Yougoslavie de de Tito. Tito. Ouais. Donc pour faire ouvrir la frontière, Oui, on est passé par Sokot. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai ça ou pas? Oui, ça c'est vrai. Ah ouais. À 13 ans, donc vous étiez précoce. J'étais très amoureux. Alors, est-ce que grand-mère amante de Paul Morand, qui a hérité du perroquet de Paul Morand et qui entendait sa voix via celle du perroquet? Ça, c'est pas très vrai. Non, Non, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle a dû passer 30 ans dans la vie de Morand. Ouais. D'ailleurs, mon oncle est l'héritier de Morand. Ah oui. Oui. J'ai un oncle, Gabriel, qui est l'héritier de Morand. On va pas le faire rentrer parce que je crois que c'est Ardisson qui avait fait, quand vous avez fait un truc sur votre famille, qui avait dit on va faire venir votre cousin. Alors, votre grand-mère dormait la fenêtre ouverte dans l'espoir qu'un grand brioleur vienne la violer. Ah oui. L'idée la réjouissait. non, un cambrioleur beau. Oui, oui, évidemment. Elle l'imaginait. Et donc, je lui faisais un plaisir fou. Quand j'allais lui dire bonsoir, j'entrouvrais la fenêtre, même en hiver, et je la voyais s'épanouir. Mais en plus, elle était très bizarre, parce qu'elle dormait pas dans le noir. Elle dormait les yeux ouverts, et toute lumière allumée. Ce qui fait que si le cambrioleur était arrivé, il était reçu en plein jour. Et alors, tous les hommes politiques des années 70 venaient coucher dans un cabanon qu'elle avait à côté de sa maison. Oui, grand-père en finançait beaucoup. Donc, Il y avait des gens en même temps, donc c'était... et c'est vrai que ma grand-mère avait une obsession. Elle me disait, c'est horrible, tous ces couples illégitimes qui sont chassés, qui sont pourchassés, qui n'ont pas de lieu, je dois les accueillir. Donc quand je voyais arriver, toujours des mecs qui arrivaient, des ambassadeurs, des trucs, des machins, des hommes politiques français qui passaient et repassaient avec leur maîtresse, et ma grand-mère accueillait tout le monde. C'est une question de principe. Et elle fabriquait des préservatifs avec des boyaux de porc. Oui. Ça Mais elle faisait tout avec de la bouffe. Oui, d'accord. Et elle exigeait qu'on tape sur des radiateurs quand on fait l'amour. Ah, ça, elle demandait ça à mes cousins. Ouais. Oui, donc immédiatement, dès qu'on courait dans les chambres, on tapait sur le radiateur pour rejoindre notre grand-mère. Elle est morte à quel âge? 85, 86. Et alors, il y avait un personnage incroyable qui était Yves Salgue. Alors, qui était Yves Salgue? C'était un des meilleurs amis de papa. Salgue, peut-être que j'écrirai un jour un livre sur Salgue. Parce que, dans cet univers, il y avait plein d'êtres complètement décalqués. Et c'est pour ça que dans cette fantaisie, c'était pas évident de ramener le nazisme. Oui. Ça collait pas. Comme... Et Salgue, la première fois que je l'ai vu, c'était extraordinaire. On était dans un petit déjeuner, il y avait mon grand-père, ma grand-mère, Couve de Murville, qui était le ministre des Affaires étrangères de Gaulle. Un bon rigolo. Oui, il était la Couve, mais justement, vous allez voir la suite. Et on est au petit déjeuner, et arrive Salgue, avec les cheveux longs un peu gras, qui arrive, et qui dit « j'ai pris le train de nuit ». Il y avait un train de nuit à l'époque pour aller en Suisse, et il arrive à Vevey, et il dit « je déteste l'hypocrisie. Qui ici veut coucher avec moi ?» Il se tourne vers ma grand-mère, il dit « femme », il se tourne vers Couve de Murville, et il dit « homme ». Il y a eu un blanc, je me suis dit « mais qui c'est ce mec ?» Mon grand-père l'a attrapé, il l'a jeté dans les escaliers. Et évidemment, l'autre est repassé par... Et Salgue était un personnage... C'est le mec le plus détraqué que j'ai vu de ma vie.
C'est qu'en fait, avant Salgues, je ne savais pas qu'un être humain pouvait n'avoir aucun repère. Salgues a été un résistant très courageux à 16 ans dans les maquis autour de Toulouse. Il avait 16 ans, il se tapait sa sœur. Il avait une liaison très très cul avec sa sœur. Et puis son maquis à la Libération l'envoie buter un collabo qui avait vendu la moitié de la ville. Il rentre avec sa mitraillette et un coup de foudre, il l'encule. Il découvre l'homosexualité et sodomie. La sœur en larmes l'accompagne sur le train, ils foutent le camp à Paris, et ils vont chez Cocteau. Et la sœur délaissée, désespère. Et Salgues, ensuite, va devenir un personnage qui était le factotum de toute la presse française, parisienne. Il écrivait, il était critique chez Madame Figaro. Et quand on lui demandait un article, on lui donnait le titre et le fax sortait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de lire le livre. Il faisait la critique, ou l'assassinat, ou dithyrambique. Il écrivait également une partie du Jour de France, parce qu'il écrivait toutes sortes de trucs, et aussi un journal. Un jour, il m'appelle, il me dit « Il faut que tu me succèdes, car je me fais vieux. Je vais te présenter à Daniel Philippaki. Tu vas prendre la succession. Je sais quoi ta succession Il me dit « J'écris tout un magazine qui est le plus rentable de la presse française, qui s'appelle Union. Ce sont des lettres érotiques, génial, de confessions érotiques, avec les réponses du sexologue. Je fais les réponses du sexologue. Je suis le sexologue. Le magazine lu par les routiers, les tolards, les marabouts. Je suis amoureuse de mon lézard, est-ce que c'est normal? C'est ça, oui. Et alors oui, mais en plus, on n'est pas loin, parce que Salgues, lui, il se tapait une guenon. Oui, qui droguait l'héroïne. Oui, et une chienne. Les deux sont morts d'overdose, parce qu'ils partageaient les seringues avec la guenon. Et donc, à l'époque, je me disais, mais comment ce mec qui se tapait sa sœur, qui finit avec une guenon, écrit toutes les lettres érotiques que la France se masturbe sur les lettres d'un mec qui se tape une guenon. Et donc, je me dis, j'ai jamais vu un individu pareil. Et quand il était héroïnomane, et je vous invite, vous tapez Yves Salgues, S-A-L-G-E-S, apostrophe. Vous allez voir, un jour, il vient défendre sur le plateau de Pivot un livre qui s'appelait Héroïne. Et il explique que malheureusement, la jeunesse jamais ne connaîtra l'héroïne pure, la qualité du produit. Et on voit Pivot qui se décompose, il dit, mais peut-être qu'on ne peut pas faire l'apologie. Enfin, il était fou, quoi. Et à son enterrement, il y avait juste moi, un critique de Madame Figaro, la guenon était morte, Zaza, elle s'appelait. Et donc, Zaza n'était plus là, défunte. L'enterrement de Zaza était quelque chose de grand. Et alors, et l'éditeur Bernard de Fallois, qui était son grand ami. Il y avait aussi Zoé, qui était le ver solitaire de la bonne que votre grand-mère voulait attraper pour maigrir. Oui, ça a marché. Ah, ça a marché, elle l'a eu? Oui, il y a eu transfert. Ah oui. Honnêtement, j'ai jamais su comment elles avaient fait. Mais il y a un ver solitaire qui est passé de la maîtresse à l'épouse. C'est génial. Et alors, dans votre maison de verre de l'eau, la mère est hébergée chez amants pour qu'ils construisent des meubles sous la direction de votre père. Mais ça a marché. Ça a marché parce que les meubles ont été construits dans la maison et sont suffisamment volumineux pour qu'on ne puisse pas les sortir. La maison a été vendue par un homme charmant qui a tout gardé. Donc en fait, c'est comme si on avait un gardien de musée jardin. C'est drôle. Il reste tout le décor de mon enfance, et notamment ces meubles qui jamais ne sortiront, parce qu'ils ont été construits par les amants de maman. C'est incroyable, parce que vous êtes tombé tout petit dans un milieu complètement... à la fois hyperbolique, comme dirait Dali, et surréaliste. Oui. C'est-à-dire que c'est incroyable, toutes les anecdotes, tout ce que vous trimpez, tout ce dont vous avez été témoin. Mais c'est d'une France qui aujourd'hui, on peut même pas penser. Je veux dire, la France aujourd'hui qui s'offusque du moindre truc. Oui, c'est ça. Oui, vous n'êtes pas tombé dans le politiquement correct. Non. Non, mais moi, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Et vous racontez à la fin de votre mais roman... le Paris des années 70 n'était pas politiquement correct. Je veux dire, Gainsbourg flambait un billet. Un Pascal. Est-ce que votre père était ami de Paul Guégoff?
Peut-être, je ne sais pas. Parce que, oui, Paul, c'était très drôle. Paul Gauguin était un des scénaristes stars de cette même époque. C'est lui qui a fait Plein Soleil et tout. Qui vivait avec une mannequin de 20 ans et, qui s'appelait Coco. Et un jour, ils partent en vacances en Norvège. Et Coco prend un couteau et Gauguin lui dit « Tue-moi si tu veux, mais t'arrêtes de m'emmerder !» Et il l'a tué. Et bon, à 60 ans, tu le tues, elle est 30 ans en tôle. C'est possible. C'était un ami de votre père, je crois. Mais c'est possible, parce que tout ce monde-là du cinéma, et du showbiz, de la scène, vivait à l'Alcazar le soir, qui était tenu par un fou dément qui s'appelait Jean-Marie Rivière, Oui, qui était à moitié dingue. Et moi, j'y étais enfant, parce que papa m'emmenait, un jour, il m'a emmené avec mon correspondant anglais, John Sharpley. Il avait mis sa veste de son collège, et on arrive, et papa voulait me présenter la femme qu'il aimait. Et on arrive à l'Alcazar, et elle était toute nue, domptée dans une cage, avec un fouet, et papa me dit, c'est elle. Et je me souviens de John qui m'a regardé, qui m'a dit, on ne dira rien à Londres. Il voulait revenir en saison 2. Et là, vous aviez 14 ans, 15 ans. Oui, 14 ans. Et alors, à la fin de votre roman Vrai des Jardins, tous les personnages se réunissent autour de Delon dans une banque suisse pour découvrir qui a couché avec qui. Il y a même Jean-Paul Enthoven qui arrive, enfin c'est très étonnant. Mais les gens normaux, je n'ai pas connu ça pendant très longtemps. Est-ce que c'est Mitterrand qui a réinventé la normalité ? Est-ce que finalement les gens ne se sont pas raccrochés à une espèce de choses... L'esprit bourgeois. Oui, d'esprit bourgeois, médiane, j'ose pas dire Médian, médiocre, oui. qui est incarné par ce Florentin. En tout cas, la France, elle bascule après. C'est 80, il y a une Oui. vraie coupure. Oui, c'est-à-dire que la vraie... On a l'impression qu'il n'y a plus de folie, puisque la folie est délétère, Oui. elle est bourgeoise, elle est décadente. Oui, elle est mal vue. Donc, il y Elle, a- elle est... Mais en même temps, là, je raconte ça de manière joyeuse. En même temps, c'est quand même très dangereux. C'est des gens dangereux. C'est-à-dire que pour le gamin que j'étais, c'est des gens quand même Starbé. vraiment starbés, quoi. C'est-à-dire Sal, un jour, me fait monter sur le toit de la maison des Jardins et il me dit viens petit, je t'ai préparé une scène. On arrive. Il y avait une pièce ronde qu'on appelait le Quicageon et qui avait des fenêtres rondes. Et il en avait ouvert une et il y avait un couple qui était sur un bateau en face du lac. Le lac était en face et il avait mis un fusil à lunettes sur un trépied et il me dit regarde, j'ai tout réglé. Il me dit regarde. Et je regarde et je vois un mec qui était debout sur le bateau. Il me dit tire petit. C'est le crime parfait, tu n'as aucun mobile. Je suis quand même parti en courant. J'ai quand même... Je me suis dit... Et alors, ça va pas. vous racontez sur vous êtes parti à la recherche du Yeti en Suisse, du Bigfoot. Qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait en permanence des activités Monsieur Grandpied. Le Grandpied qui... Il y avait en permanence des... Je n'ai jamais vu les adultes avoir des activités à peu près normales jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais même toute la faute. Fallois, qui était l'éditeur de papa, il s'arrêtait tout le temps dans notre maison, il y avait une sorte d'esclave qu'il appelait la jaunisse. Papa, il dormait tout le temps sur un lit de camp devant la porte de son maître. Et il nous laissait la jaunisse, et il partait dans un endroit qui s'appelait le redressement moral, ou un truc comme ça, où il y avait des grands patrons qui allaient lessiver les planchers, et qui étaient menés à la dure pendant 8 jours. Et Fallois y allait. Et donc, moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? Et il nous laissait la jaunisse dans les bâtiments. Mais donc il y avait tout le temps... Oui, c'est extraordinaire. Et alors, vous, quand Ils avaient à voir avec la fiction. Ouais. Et alors, il y a aussi ça. Alors, quand vous commencez à devenir écrivain, vous avez un lecteur fou, que vous appelez mon lecteur, qui vit les mêmes scènes que celles décrites dans vos romans. Qui revit tout. Alors ça, je parle d'un, mais en fait, c'est arrivé très souvent. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé des scènes de mes livres.
qui disaient ça marche pas. C'est parfois inquiétant, comme les fans de John Lennon qui... De gens qui essayaient vraiment. Ouais. Ce qui est réjouissant. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait quand même pas de gens trop normaux me rassure. Mais je pense aussi que l'effet de génération, je pense aussi que ce sont des générations qui ont connu la guerre. Donc il y a eu un rapport... Oui, donc il y avait une volonté de se libérer. Oui, oui. Et puis de vivre. De vivre. De vivre, c'est-à-dire que le principe de précaution ne les effleurait pas. Parce qu'ils savaient que le temps est bref. Oui. Alors qu'ensuite arrivent des générations qui pensent à leur point de retraite. Mais ces gens n'y ont jamais pensé. Quoi. Chez nous, ça n'existait pas. D'ailleurs, il était prévu de mourir jeune. D'ailleurs, ils sont tous morts jeunes. Ils avaient un mode de vie qui n'était pas adapté avec la durée. Alors, il y a une anecdote géniale, c'est quand vous sortez votre livre La Plus que Vraie. Ça, c'est extraordinaire. 2 jours après, vous tombez amoureux d'une femme canadienne sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'histoire. Mais c'est pas une anecdote. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est mieux qu'une anecdote. En fait, à ce moment-là, je rencontre par écrit, le monde entier est bloqué, on ne peut pas bouger. Je rencontre par écrit celle qui va devenir ma femme, l'amour absolu de ma vie. Et évidemment, je me précipite à l'aéroport, les Canadiens, impossible. Donc pendant 1 an, je vais lui écrire, on va se parler au téléphone, et à un moment, c'est-à-dire qu'en fait, tout à coup, on a le temps de s'aimer. Et je passe avec elle au téléphone ou en lui écrivant à peu près 3 à 4 heures par jour. Et en fait, quand on y pense, il y a très peu d'hommes qui communiquent profondément avec une femme 3 à 4 heures par jour. Donc je vis ça pendant 1 an. Et au bout d'un moment, on n'en peut tellement plus qu'on décide d'acheter notre maison. Et sans s'être vu, puisque on ne peut pas. Vous étiez à 6000 km de distance. Oui, 6000 km. Et d'ailleurs, au bout d'un mois, je découvre qu'elle est asiatique. Parce que au bout de, je voyais très très mal, j'ai compris qu'elle était brune. Mais et au bout d'un mois, on se dit, il faut quand même qu'on se voit un jour. Et donc on allume une vidéo et d'un coup je m'aperçois, stupeur, que c'est une des plus belles femmes du monde. Mais ça m'est apparu que je me suis dit, alors là vraiment les contes en fait existent. Et je la vois apparaître et au bout de quelques mois, je rentre dans une agence immobilière dans le sud de la France, pas de Narbonne, et j'explique au type qui est là avec sa femme, qui devient un ami plus tard, je lui dis voilà, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Donc il faut un endroit à la hauteur du phénomène. À ce moment-là, cet homme me dit il n'y a plus rien à vendre. Le marché était asséché, tout le monde achetait. Et il me dit, je vais vous montrer comment je répare les maisons. Et il m'emmène dans un endroit où il stockait des fenêtres et des escaliers. Et il me raconte comment il veut réaménager cette maison un jour. Et il prend une masse, il se met à détruire le plancher pour m'expliquer comment faire un jardin d'hiver. Je vous montrerai l'image parce que je l'ai filmé. J'ai sorti mon téléphone, je me suis dit, je ne veux plus jamais de ma vie voir un agent immobilier qui détruit la maison avec une masse. Il me tend la masse, on me dit, lâchez-vous, ça fait du bien. On tape. Et au bout d'un moment, je lui dis, je crois que c'est notre maison. Je sens que je vous l'achète. Il me dit, mais elle n'est pas à vendre, c'est la mienne. Et je dis, oui, mais je vous l'achète. Et là, le type me dit, avant qu'on devienne amis, il me dit « J'aime vos livres, on n'habitera pas loin. » Et on commence les travaux alors que je ne l'ai toujours pas vu. Et pendant tous ces temps de confinement, je me suis fait nommer, fictivement, directeur commercial d'une maison d'édition pour pouvoir circuler. Et cette Canadienne, dont je ne dirai pas le nom, a acheté des meubles sur le Bon Coin. Et j'ai sillonné, parce qu'évidemment, vu de Toronto... Rennes, c'est pas loin du 14e arrondissement, oui, oui. Pour aller chercher 2 chaînes. Oui. Donc j'ai passé tout le confinement sur les routes, à aller chercher les meubles qu'elle choisissait à l'autre bout du monde. Et comme je ne savais pas où les stocker, j'ai trouvé un ami éditeur qui a un château et qui m'a dit « J'ai une tour. Dans un conte, il faut une tour. Oui. Donc on va stocker les meubles dans la tour. »
Donc, et là, on vient de finir les travaux, et en fait, je suis arrivé ce matin en train, Ah oui. Mais c'est Narbonne, à côté, oui. à côté de Narbonne. En face des étangs sauvages. Quand vous l'achetez, c'est extraordinaire. L'agent immobilier vous dit on va foutre en l'air le toit parce qu'il n'y a pas de jardin, donc on va faire un jardin. Et il commence à te casser je le l'ai toit. empêché, mais finalement, on a détruit le toit. Ah oui, d'accord, c'est mieux. Des- Et alors, on va bientôt finir l'émission. Alors, deux histoires qui sont très amusantes. Une avec Jean-Paul Enthoven. Jean-Paul l'a raconté plein de fois, mais on peut la raconter. Vous marchez sur le boulevard Saint-Germain et vous téléphonez à Enthoven et qu'est-ce qui se passe? Et j'avais écrit un livre sur papa qui s'appelle Le Zubéal. Et Jean-Paul était fanatique de ce livre. Et donc on parle au téléphone. Et à un moment, il me dit je suis obligé de te laisser parce que je suis sur une piste de ski au Chili et ma belle m'attend en bas des pistes. Je lui dis mais personne ne skie au Chili. Au Chili, qu'est-ce que tu fous? Et alors, il me dit c'est comme ça, elle possède la moitié de la pampa. Et tout. Voilà. On raccroche, j'arrive à la hauteur de la rue des Saints-Pères et je le vois traverser. Il sortait de chez Grasset. Il me voit, il ne se démonte pas, il vient vers moi, il me dit mon cher Alexandre, si tu as plus confiance en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pouvons plus avoir de rapport de confiance. C'est drôle. Ouais. Et là, je lui dis, je crois que je rencontre mon éditeur. Et en fait, j'étais veuf depuis, parce que j'avais été profondément aimant et aimé par une éditrice, qui était ma première éditrice, qui était morte, qui s'appelait Françoise Verny. Et je lui ai dit, je crois que j'ai trouvé mon éditeur. Et à ce moment-là, il a une réponse extraordinaire. Il m'a dit, dès que mon avion se pose à Paris, je t'appelle du tarmac. Et il repart. Et il m'a appelé 15 jours après. Je suis à Paris. Et alors, c'est génial. Mais du coup, j'ai souvent donné dans sa maison, il a une petite maison qui ressemble un peu à un hôtel particulier. Je trouve que ça fait maison d'écrivain. Donc souvent, pour les pays un peu lointains, genre Japon, je donne les interviews en disant que c'est chez moi. Et je change les noms sur les sonnettes. Et il y a 3 angelots dans l'entrée de chez Jean-Paul, et Jean-Paul m'a dit, tu diras que c'était 3 fils. On met des photos de papa, et je reçois. C'est pas mal. Et alors, on va faire dernière histoire. Pour la presse japonaise, ça fait écrivain. Ça fait écrivain français. Parce que cette anecdote de la rue où il parlait Chili, j'ai eu d'autres écrivains qui me l'ont raconté la même anecdote. Alors peut-être qu'on vous vole, Amandine Cordes-Saint-Cyr me l'a raconté. Aussi. Alors, dernière histoire, ça c'est terrible. Vous êtes à lire et faire lire votre association, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais on peut en parler. Et vous vous rencontrez avec Chirac. Oui. Et là, c'est sidérant. Oui, je ne m'attendais pas à ça. En fait, on avait fondé, avec beaucoup de monde, beaucoup d'écrivains, on avait fondé le mouvement Lire et faire lire, Oui. qui fait lire aujourd'hui 750 000 enfants, avec 20 000 retraités qui vont dans les écoles maternelles et primaires. Un truc. Et la gauche m'avait beaucoup aidé, j'avais besoin d'un coup à droite, parce qu'il ne fallait pas que ça ait de couleur politique. Je leur reçois un coup de fil je ne me souviens plus de son nom, quelqu'un qui travaille avec Chirac et qui me dit « Le président va faire une tournée, machin, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose dans l'Ouest autour de Lire et faire lire ?» Ok, on cale ça, ça m'arrangeait. Bon. Je vois arriver Chirac, il dit « Je suis en retard, il y avait des gens, il fait que je serre des mains, Et il n'y avait que des militants associatifs passionnants qui étaient là. Il y avait la femme du propriétaire de l'époque de Ouest France, des gens à un niveau d'engagement très impressionnant. Donc j'écoutais vraiment. Et c'était plutôt un honneur d'être en présence de ces gens. Et Chirac se penche vers moi, il me dit, dans le département, il me dit en Mayenne, il faut s'appuyer sur la blonde qui est là, elle connaît tout le monde. Vraiment, elle a tous les réseaux. Je dis OK. Il me regarde, mais c'est la première fois que je le vois, on ne se connaît pas. Et sous la table, il fait ça, il me dit, et en plus elle est bonne. Et là je me dis, est-ce que c'est le mec qui a le feu nucléaire qui vient Je me dis, merde, le mec, et je me dis, non, c'est pas possible, j'ai dû avoir une hallucination. Et à ce moment-là, 3 minutes après, il écrit un truc sur une feuille, il glisse la feuille. Je regarde, le portable de la fille.
Et sous la table, il me fait. Et là, je me dis, c'est quand même emmerdant que ce soit président. Parce que ça veut dire qu'il n'a aucune notion à qui il parle. Bah, il vous connaît. Enfin, il sait qui vous êtes. Oui, mais moi, ça m'a choqué. Ouais. Je ne suis pas un parangon de vertu, mais pour moi, le premier personnage de l'État a une fonction sacerdotale. Enfin, j'imagine pas De Gaulle me filer le portable d'une blanc. Et puis, je sais pas, enfin ça m'a... Surtout, je me suis dit, mais oui, alors peut-être il s'était dit, bon... Alexandre Jardin, le fils on peut y aller. Allez. Et alors, finalement, la blonde, elle était bonne. Non, mais surtout, en plus, ce qui m'a le plus effaré, c'est que je m'étais dit, mais où il a vu qu'on refile une femme? Il est dingue. Mais il manque que deux. Ah ben, MeToo n'existait pas encore, il n'y avait pas... Je sais pas, ça me paraissait un truc de fou. Mais Alexandre Jardin. Bon. Mais la vie est improbable. Mais oui. Est-ce qu'on a encore 5 minutes ou il est 18h13? Oui, jusqu'à 15. Ouais. Jusqu'à 15. Oui. Oui, donc. Bah non, on va y aller. 3 minutes, c'est possible? Allez-y. Ouais. Samuel, tu veux te mettre à ma Voilà, place? viens à ta place. Allez. Non, hop. Alors, alors, le roman de votre vie possède un narrateur, un créateur singulier. La main glisse, file sur les feuillets. Les lieux sont esquissés, mais que sont des décors sans personnages. Nous allons faire un who's who pour retracer un peu votre vie, les personnages qui ont marqué votre vie et les invités qui ont été dans notre émission. On va commencer avec Jean-Paul Enthoven. Avez-vous un mot sur Jean-Paul Enthoven? Un des plus grands stylistes français. Mais il ne le sait pas. Jean-Marie Roire. Un des tout premiers écrivains français qui a une image de lui si dégradée qu'il ne sait pas porter l'importance de son talent. Mais c'est vraiment un très grand écrivain. Philippe Solers. J'ai beaucoup de mal à le lire, mais très sympathique. Alors maintenant, on va passer aux éditeurs. Françoise Verny. L'ogre Françoise Verny. Un des grands amours de ma vie. Ça a été ma première éditrice, bourrée à partir de 18h, tenant un bar tout le temps en face des maisons d'édition, et on pouvait ramener tous les dingues qu'on croisait pour voir si on pouvait en faire des écrivains. Et on en a trouvé beaucoup. On ne prenait pas rendez-vous à l'époque. On était dans le bistrot, et là, c'était la folie. Josiane Savigno, qui était... Josiane Savigno, elle me détestait. Ouais. Elle me vitriolait dans le monde, mais en revanche, on picolait beaucoup. Enfin, elle picolait, moi, je buvais du coca, mais autour du bar dans le bar de Verny. Et c'est quelqu'un de passionnant. Hein. Alors, on va faire maintenant les invités qui sont venus dans notre émission. Alors, Yann Moix, par exemple, un petit mot. J'aime beaucoup Yann. Ouais. On pourra le critiquer 1000 fois. Il a tous les défauts de la Terre, mais comme il est... C'est un être absolument unique. Il s'engouffre tout le temps dans des projets qui ont de l'envergure. Enfin, je dis ça parce qu'on vit dans une époque où on a beaucoup de mal à hiérarchiser un peu, mais c'est le gratin. Bec BD, qu'on a reçu aussi. Ça, j'aime beaucoup moins. Ouais. Je trouve beaucoup moins intéressant que Yann, sur la durée. Il y a beaucoup moins une vision. Oui. Et pour finir, Eric Emmanuel Schmitt. Génie pur. Animal absolument hors norme. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on vit une époque qui a une très mauvaise image d'elle-même. Donc on ne se rend pas compte de l'importance de nos talents. Oui, c'est vrai ça. À cause des passages télé, des passages radio permanents. Et des sous-polémiques à la con, où tout à coup, il n'a pas dit ça, il aurait dû dire ça, de trucs. Alors qu'en réalité, on a des créateurs d'envergure colossale. En fait, on vit une époque beaucoup plus intéressante que ce qu'on écrit, oui. Et que ce qu'on colporte. Merci beaucoup. Mais écoutez, Alexandre Jardin, mille merci d'être venu. Merci. À très bientôt à tous. Salut et fraternité.